Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Gendarmerie nationale, dispersez-vous! Écartez-vous! Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire grève de la force! Obéissance à la loi, dispersez-vous! Nous allons faire la peur! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection!
Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage, et ça continue. C'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est -5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteint la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous, Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. Il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. On débranche son Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleuron de l'industrie française avec les Falcon, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre de choses. Vous voulez supprimer ça ? On ne peut pas demander à des gens de... Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques.
Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection!
Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître... Amis du café, amis du café, amis de la police, amis des phrases toutes faites, amis des livres bien faits. Je suis mute. Pourquoi je suis mute? Je suis mute là? Vous m'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché à rien. Oui ou non? Oh, vous déconnez, merde! Ah non, c'est pas une blague marrante, non, je suis fatigué avec la journée de merde qu'on a eue au Sénat. Faites pas chier. Je suis mute ou je suis pas mute? Non, arrêtez, non, Régis, s'il vous plaît, soyez sympa. Je recommence. Bah non, je recommencerai pas. Alors comment elle va faire Uriel si elle doit faire le remontage, hein? Vous déconnez là. Bon, alors. Bonjour Margot Pujol. C'est ma petite sœur. Ah, c'est incroyable. Allez, on recommence tout. Hop, amis de la police, amis de la justice, amis des phrases toutes faites, amis des livres bien faits. Bonjour. Nous sommes au poste, nous sommes avec deux auteurs du petit best-seller gauchiste qui est en train de monter dans les librairies françaises. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort de Pierre Thévagnan et Jean-Charles Stevens. Il y en a un des deux qui est très pressé, parce qu'il a un concert de Bob Dylan dans quelques instants. Il y en a un autre qui a des enfants, comme moi. Donc on va faire une émission rapide. À 19h30, c'est terminé, c'est plié. Mais pendant 1h30, je pense, si les gars sont aussi passionnants à l'oral qu'à l'écrit, ça devrait être pas mal. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous. Bonjour à la Françoise, à Whisperine. Bonjour à Jessie James. Rebonjour à toi. Absolument. Bob Dylan, oui, Bob Dylan joue à Paris avec une affiche très années 50 là. Tiens, on va demander au fautif. Le fautif qui boit un café, tiens, très bien. C'est pas la bonne scène. Aïe. Bonjour. Il y a un Belge et un Dylanien. Le Belge est à gauche, le Dylanien est à droite. Vive le peuple arménien en lutte. On comprendra donc que l'un s'appelle Thévagnan, non arménien s'il en est. Non? Oui. Et n'ayez pas peur, tout va bien. Hein. Ah si, on est en direct. Si, tout est retenu contre vous dès maintenant. Les gens m'ont fait une... Les gens... Ah, on les entend pas. On n'entend pas les invités. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attendez, bougez pas. Voilà, là ça devrait être bon. Bonsoir. Donc je disais, vous m'entendiez? Vous m'entendez très bien. Bon, alors, je vous explique la situation. Ça fait 3 jours qu'on suit les débats au Sénat sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire comment le ministère de l'Intérieur va dépenser ces 15 milliards. Le ministère de l'Intérieur français, je m'empresse de le dire à Jean-Charles, qui est donc belge, comment il va dépenser ces 15 milliards. Et donc là, on est mort. Et ça a fini d'ailleurs par une proposition d'amendement qui a été retoquée parce que juridiquement, c'était pas... Je continue à parler le temps que Robin règle les problèmes de son, ça devrait arriver. Un amendement absolument dégueulasse proposé par une sénatrice de Haute-Savoie contre les gens du voyage. Voilà. Donc là, on est un peu mort. Là, on sort de 4 heures de live à écouter tout ça sur le Sénat. Est-ce qu'on entend maintenant les invités? Alors, est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, oui, je ne sais pas. Moi, je vous entends. Bonsoir, oui. Alors, ça devrait être bon. Nous, on t'entend. Ça y est, c'est fait. Bon, désolé. Pas de souci. C'est le bordel. Mais généralement, quand ça commence comme ça, c'est les meilleures émissions.
Alors, j'ai une petite présentation et après on attaque sur votre livre qui est un tout petit livre qui a l'immense avantage d'être tout à fait raccord avec le code couleur d'Opost, hein, orange et noir. Donc rien que pour ça, déjà vous avez un bon point. Et je dois le dire, c'est la librairie du Mont-en-l'Air à Ménilmontant qui m'a parlé de votre bouquin. Voilà, c'est comme ça, c'est Pierre, je ne sais pas s'il nous regarde, qui a dit il faut absolument que tu les invites, il faut absolument que tu lises ça, etc. J'ai tout lu, j'ai tout stabilossé, vous allez voir, tout. Je vais vous interroger. C'est une déclaration de Michel Rocard, devenue indépassable. Depuis, la phrase claque comme un couperet, elle tranche tout débat. Pierre Thévagnan, qui est donc à droite, le Dylanien, celui qui va aller au concert de Bob Dylan tout à l'heure, également philosophe, comme Bob Dylan, co-animateur du site Les mots sont importants. C'est pas rien quand même. Et Jean-Charles Stevens, comment on dit ? Stevens, juriste, expert juriste même, il y a écrit, expert juriste qui a travaillé pour différentes associations pour les migrants. Vous êtes tous les deux auteurs de « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » chez Anna Mosa. Et vous démontez mot à mot ce coup de force rhétorique, c'est comme ça que vous appelez cette phrase, coup de force rhétorique. Arguments, chiffres et références à l'appui, il s'agit de défaire une xénophobie autorisée, mais aussi de réaffirmer la nécessité de l'hospitalité. Ça, c'est votre dernier chapitre. Vous êtes évidemment convoqué au poste. Messieurs. On plaide coupable, complètement. Oui, coupable. Vous m'avez l'air d'être un couple parfait. Il y a celui qui manie les chiffres et celui qui... Enfin, les deux manient les mots, évidemment, mais... Le philosophe, il s'est quand même bien amusé parce que votre idée, là, elle est toute bête, mais elle est d'une efficacité incroyable. Vous prenez les mots, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous gardez on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et vous allez découper cette phrase en quelques chapitres. Comment vous est venue cette idée ? Qui commence ? Celui qui l'a eu, on l'a eu en même temps, mais pas au même endroit. Donc, oui, c'est ça. Je ne sais pas qui va commencer. Eh ben, chacun dans son pays, on a eu la même idée. Justement, je vais commencer, puis Jean-Charles prendra le relais. D'abord, en préambule, je remercie effectivement les libraires, parce que si le livre part si bien, moi c'est la première fois qu'on se retrouve comme ça, depuis 5-6 semaines, entre la 15e et la 25e place du top essai, ça m'était pas arrivé avec aucun autre livre. C'est la première fois que je fais un truc aussi commercial au poste. Ouais, désolé, mais en fait, c'était pas prévu, mais tant mieux, parce que la cause le mérite. Bien sûr. Mais en fait, c'est pas grâce à la presse, hein, parce qu'on a eu un très bel article dans Politis, on a eu quelques sites, quelques blogs, mais on n'a pas encore eu, pour le moment, beaucoup de grande presse, même pas du tout. Par contre, les libraires, effectivement, on a eu très vite beaucoup de libraires qui ont valorisé le livre, qui l'ont mis en avant, et je pense que c'est ça qui sert le livre. Pour l'idée, eh bien tout simplement, comme quoi c'est pas le philosophe qui manie les mots tout seul, parce que l'idée de décomposer mot par mot cette putain de phrase, Jean-Charles l'a eu de son côté et m'a envoyé en tant qu'animateur du site justement une proposition d'article qui était déjà structuré comme ça. Et il se trouve que moi, j'avais aussi eu l'idée, mais pas encore, j'étais pas passé à l'action, et que je lui ai répondu donc... c'est le problème des philosophes. Voilà, je lui ai répondu, nous ne sommes pas dans le même temps, madame. J'ai 2-3 idées en plus, j'avais déjà ce projet, je lui ai proposé d'attendre un peu que je mette mon grain de sel, et puis il a accepté de bon cœur, et puis le temps que ça se fasse, ça c'est devenu un peu plus qu'un article. Mais en tout cas, on a eu tous les deux la même idée. Jean-Charles, est-ce que c'est bien résumé ? Oui, tout à fait, mais il était la partie importante. Donc, c'est vrai que moi, j'avais contacté, vu qu'il était responsable de Les mots sont importants, et je me disais, mais ça, à mon avis, ça va les intéresser, etc. Et moi, j'ai pondu 2 pages et demie à tout casser, et je lui ai envoyé, il m'a dit, ah oui, génial, c'est super, j'avais envie de travailler sur le même thème, etc. On va faire quelque chose.
Et puis voilà, nos vies professionnelles et autres ont été remplies. Et puis il est revenu, je pense que tout d'un coup le mail a réapparu dans sa boîte. Et il est revenu en me disant écoute, voilà, je suis retombé sur ton mail, on va retravailler ça, etc. Mais bon, voilà, il a retravaillé ça comme un philosophe, c'est-à-dire que 2 pages et demie, il en a fait 80. Et moi, j'ai assisté à l'émergence du texte tel qu'il est, en disant à chaque fois en fait c'est super, c'est génial, waouh, génial. Et puis voilà, d'un texte à produire à la base sur le site, la taille, Pierre a suggéré, a dit écoute, on va essayer d'en faire un livre. Et là, c'est vraiment, il y a eu plusieurs tractations via Pierre, et ça a débarqué chez Anamosa, qui sont vraiment, en l'occurrence, moi j'ai pas d'expérience de publication comme ça, mais une très très chouette maison d'édition. Et voilà, Chloé, avec qui on a été en contact, et les autres de l'équipe sont vraiment Chloé, soutiennent le livre aussi. Je la connais pas, mais j'ai vu son nom à la fin. Hein. C'était je crois que j'ai vu Chloé. J'ai vu Chloé quelque part. Bon, très bien. Alors, je démarre par l'introduction. Alors, vous avez vu, hein, je vais jusqu'à respecter le code couleur de votre livre, hein, puisque je prends un stabilo orange. Hein, je vais quand même assez loin. Je donne votre point de départ. Nous soutenons pour notre part que cette phrase « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » dont nous allons faire évidemment l'exégèse, puisque c'est ce que vous faites en réalité dans votre livre, et on va raconter son origine par le détail, etc. Mais d'abord, pour mettre la table, comme on dit au Québec, nous soutenons pour notre part que cette phrase est profondément xénophobe. Nous soutenons également qu'elle repose sur de nombreux sophismes que nous entendons déconstruire ici. L'enjeu d'une telle déconstruction est ni plus ni moins que la levée d'un tabou, un interdit de parler et même de penser et de sentir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous pensez que cette phrase empêche de penser ? Oui, elle est. Il n'y a qu'à voir dans quel contexte et de quelle manière elle est prononcée. Elle est prononcée souvent pour clore des discussions, pour stopper net toute velléité de questionnement des politiques, du consensus migratoire, si on peut l'appeler comme ça, des politiques qui sont menées depuis quelques décennies maintenant et qui se durcissent toujours plus. Et ça vient toujours comme un coup près, ça vient pour clore la discussion, pour renvoyer tout scrupule et toute objection du côté au mieux des doux rêveurs qui ne se rendent pas compte, qui ne voient pas qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et au pire des irresponsables qui nous préparent un avenir terrible, quoi. Mais la phrase, elle est vraiment utilisée sur le mode de l'intimidation, je pense, oui, le plus souvent. Et est-ce qu'il y a d'autres phrases du langage courant comme ça que vous pourriez mettre dans la même famille ? Moi, j'en ai une en tête, hein, mais... Bien sûr. Lesquelles, par exemple ? Moi, j'en ai. Par exemple, une que j'ai lue dans le livre de Marie Connet sur lorsqu'il y a des interventions policières illégitimes et que les gens protestent, laisser la police faire son travail, faut bien que les gens travaillent, des phrases comme ça, voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Deleuze qu'on cite dans l'introduction justement, dès le départ, hein. Sur ce type qui a écrit sur ce type de ce qu'il appelle des esquives, hein, des phrases qui sont faites pour esquiver, absolument, c'est-à-dire pour orienter notre regard et notre pensée. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un interdit de parler, mais aussi de penser et même de sentir. C'est fait pour nous séparer de nos impressions, de nos intuitions, de nos malaises, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, y compris sur les gens qui répondent favorablement aux sondages qui sont faits pour qu'ils répondent favorablement à ces politiques migratoires. Pensez-vous qu'on peut accueillir ou pas toute la misère du monde ? Oui, je pense que 80% ou plus des gens vont répondre oui. Mais évidemment que sur ces 80%, beaucoup, au départ, avant qu'on leur pose une question dans ces termes-là, biaisés et pourris, éprouvent un certain malaise sur ce qui se passe, sur tous ces milliers de personnes qu'on laisse crever en Méditerranée. Par exemple, sur ce que deviennent nos sociétés aussi, à force de police, d'hubris policière sur la question des migrants. Donc, c'est des phrases qui sont faites, oui, pardon, pour nous séparer, il faut que je m'arrête, je suis bavard, pour nous séparer de nos intuitions, nos impressions, de nos malaises, de nos ressentis avant même qu'on se mette à réfléchir. Moi, je pensais par exemple à une phrase comme la première des libertés, c'est la sécurité, ou des choses comme ça. Voilà, des phrases qui sont
qui sont toutes faites, qui sont à force d'être assénées, deviennent des vérités indiscutées. Et là, justement, vous dites si, on peut discuter. Alors, vous démarrez par le premier mot de la phrase, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc, le premier mot, c'est « on ». Et vous avez... là, ça met tout de suite le ton. Vous avez ces phrases-là. Vous dites que le on, en fait, ça veut dire nous, ici. Le nous permet d'une part de diluer la responsabilité, d'autre part de faire masse, d'intimider l'interlocutrice afin de l'amadouer. Ce nous gouvernemental est en fait abusif à deux égards. Le nous s'oppose presque toujours à un eux. Voilà, là j'ai picoré dans vos 3 pages, juste pour donner le ton de votre bouquin. C'est-à-dire que vous faites en fait une explication de texte, et en fait ce qui est extraordinaire, c'est que, mais vraiment c'est dingue, ça vaut 5 balles les amis, hein. Vous pouvez l'acheter, hein. Franchement, voilà, il faut qu'il passe maintenant en 10e, hein, puis bientôt premier au top des ventes. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que ce premier mot, on va tous les faire, ce premier mot est le plus important. Jean-Charles ? Moi, je trouve, et alors aussi pour revenir sur ces phrases, et du coup ça me faisait penser à, je pense que ce qui m'a aidé aussi dans la construction du texte, c'était vraiment aussi, et je pense que le livre se présente vraiment comme ça, comme un espèce de petit guide d'autodéfense intellectuelle. Je ne sais pas si vous voyez, il y a cet ouvrage de Normand Baillargeon, etc. Et ce on est vraiment un tour de passe-passe par lequel l'interlocuteur, celui qui prononce la phrase, inclut son auditeur dans tout ce qui va suivre. C'est un peu, oui, c'est vraiment un tour de passe-passe, un détournement d'intention sous le couvert d'une certitude, d'une espèce de loi naturelle du on ne peut pas. Et donc, nous ne pouvons pas, toi et moi qui discutons ensemble, on est bien d'accord sur ce qui va suivre. Et tu n'as même pas le droit de contester parce que je t'ai déjà inclus dans ce que je vais dire. Et alors, effectivement, il y a toi, il y a moi, et puis il y a eux, les autres, ceux dont on ne veut pas. Entendons-nous bien. Et donc, c'est vraiment, effectivement, un détournement très, très vicieux qui vient chercher l'interlocuteur et lui dire « Toi, je vais te mettre dans ma poche avec le « on ». Pierre ? Ouais, rien à ajouter, c'est ça, c'est trop inclusif. Jean-Charles vient de le dire, trop inclusif parce que on n'a pas gardé ni les cochons ni rien ensemble. Donc, on le dit plusieurs fois dans le livre, ayez le courage au moins de dire je ne veux pas, ou je ne peux pas, ou je n'ai pas envie. Mais c'est évidemment un performatif. On dit le nous qu'on cherche à créer, en fait, on le pose d'emblée. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est trop inclusif. Et puis exclusif, Jean-Charles vient de le dire aussi, de manière très carrée. Effectivement, l'exclusion, c'est qu'on crée avec ce nous une scène de communication où déjà sont exclus, parce qu'évidemment, ils ne sont pas dans le nous, les gens dont on va parler, et qui vont de bout en bout de ces pseudo-débats rester en fait hors circuit, pur objet de parole et jamais invité à prendre la parole et à se faire entendre. On voit au fur et à mesure qu'on lit votre ouvrage que vous allez de plus en plus mettre des chiffres. Là, c'est le côté expertise peut-être qui revient. Au début, on est simplement sur la bataille des idées finalement. Ce que vous faites là, c'est que vous dites « moi je bataille ». Je ne suis pas d'accord avec cette phrase, je bataille. Mais pour l'instant, vous êtes sur le « on », c'est uniquement une bataille de mots, si je puis dire, une bataille philosophique, une bataille d'idées. Il n'y a pas encore les chiffres dont vous allez nous parler tout à l'heure, parce que moi, mais je suis sur le cul. Hein. Sur la réalité de l'immigration, notamment en France et en Belgique, je suis sur le cul. Par rapport à ce qu'on entend à longueur de journée, c'est absolument incroyable. Mais au début, vous êtes sur les mots. Alors, la deuxième partie, c'est « ne peut pas ». Hein, on ne peut pas, donc c'est le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir renvoie à deux notions, écrivez-vous, la possibilité et l'autorisation. Ne pas pouvoir, c'est faire face à une impossibilité ou à un interdit, ce qui renvoie à un choix restreint, voire forcé, ou à une absence de choix. C'est là où vous dites, c'est un coup de force rhétorique. Un de plus, oui. Oui, c'est là où la phrase se présente comme une loi physique, en fait. C'est vraiment... On fait semblant.
Là, le locuteur fait semblant qu'il a envie de discuter, mais toute sa phrase est construite avec une sémantique qui démontre le contraire. C'est ça. Vraiment, je veux discuter, mais en fait, je vais dire quelque chose qui mais enfin, tais-toi. Tu n'as rien à dire par rapport à ce que je vais dire. Parce que on ne peut pas, il n'y a pas de réponse. Et en fait, c'est dès le départ, c'est une volonté en fait de non-communication qui s'énonce dans cette phrase. Et ouais, j'ai envie de dire, pas de problème. Mais alors, que ce soit annoncé clairement, que l'interlocuteur dise, en fait, je n'ai pas envie de parler de l'immigration, j'ai mon avis là-dessus, il est celui-là. Mais ça ne se présente pas comme ça. Ça se présente comme, oui, mais non, je vais te ramener à la raison et t'expliquer comment les choses se passent. Alors, peut-être que j'ai mal fait la lecture. Moi, j'avais quand même l'impression que vous adressiez plus aux politiques qu'aux conversations de bistrot. Je veux dire entre deux personnes l'une pourrait dire à l'autre, ben, tu sais bien, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. J'avais moi l'impression que c'était plutôt par rapport aux responsables politiques que vous vous adressiez. Je me suis trompé ? Non, parce qu'on s'adresse à tout le monde. En vérité, c'est une phrase qui a été produite par en haut, même si effectivement, dans son style, elle mime, comme font souvent les gens d'en haut, elle mime un parler populaire, simple, par dicton, que tout le monde peut comprendre. Donc il y a ce côté populiste très condescendant vis-à-vis du peuple. Mais de facto, ce genre de phrase produite par en haut, encore une fois, et diffusée ensuite par des médias, comme leur nom l'indique, qui diffusent, on les retrouve après à toutes les échelles et elles arrivent tout en bas. Donc elles arrivent dans les bistrots, comme elles arrivent dans les machines à café, au boulot et partout, ou dans les taxis, ou absolument partout, dans les salles des profs. On peut l'entendre, malheureusement, cette phrase, et jusqu'à la gauche, elle a fait ses ravages. Donc on s'adresse à qui ? En fait, en termes de responsabilité, on cible évidemment un peu plus ceux qui ont produit ce discours et qui l'ont produit parce qu'ils en avaient besoin pour justifier et pour faire passer une politique. Donc évidemment qu'on les cible davantage. Mais après, comme manuel de contre-argumentation, comme disait Jean-Charles, là, ça s'adresse absolument à tout le monde, jusqu'au bistrot. Alors, il faut que je fasse gaffe quand je m'adresse quand même à un philosophe. Quand je dis vous adressez, je voulais pas dire... comment dire, que ce démontage, cette déconstruction de cette phrase, c'était par rapport à ceux qui la prononcent, plutôt les politiques, que le bon peuple. Mais qu'en revanche, que le livre s'adresse à tout le monde, ça oui. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais l'impression que c'était plus de ce niveau-là, notamment parce que dans ce chapitre-là, ne peut pas vous expliquer cet artifice rhétorique consistant à simuler l'impuissance, l'incapacité. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Et d'autant plus odieux, écrivez-vous, qu'il est utilisé par des dirigeants qui sont généralement arrivés au pouvoir en faisant campagne sur le refus de l'immobilisme et du fatalisme et en nous expliquant qu'avec de la volonté politique, tout est, entre guillemets, tout est possible, entre guillemets. Oui, ça c'est un vieux slogan de Sarkozy, mais Macron c'est le clone de Sarkozy, y compris sur le tout est possible, le volontarisme, et y compris sur le fait que tout d'un coup, quand il s'agit d'accueillir, là, plus rien n'est possible. Voilà. Donc oui, c'est ça qu'on soulignait comme paradoxe, parmi bien d'autres choses à redire sur ce on ne peut pas, mais oui, bien sûr. Alors là, nous sommes victimes... Oui. Vas-y. Vas-y, Jean-Charles. Non, c'est parce que je pensais aussi à l'adresse du livre. Je crois qu'il s'adresse aussi aux personnes qui entendent cette phrase de pouvoir démarrer, en fait, plutôt que de se voir entendre cette phrase et de se dire « Ok, le sujet est clos », de pouvoir démarrer là-dessus, de se dire « Ah oui, mais tu sais, en fait, tu me dis ça. Moi, quand je l'entends, j'entends en fait ce que toi tu me dis, qui est que toi tu n'as pas envie d'accueillir toute la misère du monde, ou que toi tu n'as pas envie que les étrangers rentrent en France ou en Belgique, etc. » Et du coup, l'idée aussi était de fournir un début de débat, plutôt que ce que cette phrase produit, qui est en fait vraiment de clore le débat et de dire ici, ben voilà, on peut commencer à en discuter, que ce soit au café, que ce soit dans une arène parlementaire, peu importe, j'ai envie de dire, mais voilà, se dire non, en fait, on ne peut pas servir cette phrase et clore le débat. Enfin, en tout cas, c'est un des objectifs, mais grâce à ce livre, il peut y avoir débat sur ce sujet-là. Et alors justement, vous commencez de manière subtile à distiller dans ce deuxième chapitre des premiers chiffres. Alors,
qui sont géniaux. Vous prenez le rapport du Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies, paru en 2021, donc d'affreux gauchistes. Hein, et vous nous expliquez que justement, à l'échelle de la planète, concernant l'année 2020, voilà, c'est ça, 10 pays qui ne sont pas nous, donc le nous, le on de la phrase, accueillent sur leur territoire 1/6 des réfugiés du monde. Il s'agit dans l'ordre de la Turquie, de la Colombie, du Pakistan, de l'Ouganda, de l'Allemagne, du Soudan, du Liban, du Bangladesh, de l'Éthiopie, de l'Iran. Un peu plus bas, vous donnez ce chiffre-là. En comparant le nombre de réfugiés par rapport à la population totale de ces pays la même année, en 2020, c'est le Liban, puis la Turquie, la Colombie, l'Ouganda et le Soudan qui accueillent la plus lourde charge, entre guillemets, on reviendra sur le mot charge tout à l'heure, et c'est là où vous donnez la proportion des réfugiés, seulement respectivement, alors pour la France en fait, à 0,7%, là où pour l'Allemagne c'est 1,4%, là où pour le Liban c'est 12,7%, donc déjà au deuxième chapitre vous nous expliquez que la réalité de l'immigration n'est absolument pas celle qui est racontée, qui est servie avec cette phrase, ou que cette phrase sert, parce qu'il y a toujours ce va-et-vient. Oui, alors les chiffres, effectivement, ils se sont imposés parce que on nous assomme de chiffres, effectivement, mais de chiffres bien choisis ou de chiffres parfois faux, ou de chiffres pas mis en contexte. Donc on répond, ou parfois il y a des chiffres qui sont absents, mais quand on dit toute la misère du monde, il y a quand même implicitement une idée de quantité, et une idée quantitative qui est évoquée. Et alors, les chiffres que tu viens de citer, en fait, ils vont nous servir dans 2 chapitres. Oui. Un peu plus loin, quand on va contester le pas toutes, parce qu'effectivement, ils montrent que c'est loin d'être toute la misère du monde qui même demande à être accueillis dans nos pays. Mais là, ils servent déjà pour contester le « on ne peut pas », parce que ces chiffres montrent très bien qu'avec des niveaux économiques bien inférieurs à celui de la France ou de la Belgique, certains donc de nos pays, certains prouvent, par exemple, je cite toujours Diogène qui réfutait les démonstrations sur l'impossibilité du mouvement en marchant. Là, c'est pareil, en fait. En regardant les chiffres, ils ont cette vertu. C'est des réalités. C'est pas de l'idéal. C'est la réalité telle qu'elle est. Imparfaite, mais telle qu'elle est, elle nous montre déjà que bien d'autres pays qui sont bien moins riches que nous peuvent accueillir plus ou moins bien, mais en tout cas dans des quantités qui autrement supérieures à ce qu'on fait ici. La dite misère du monde. La dite misère du monde. Alors, arrive l'autre mot, ce troisième mot qui s'appelle accueillir. Là, ça va me donner la possibilité. Pardon, oui. On peut évoquer juste un petit truc, c'est la fin de ce chapitre aussi, oui. Sur le « on ne peut pas ». On rappelle aussi justement ce qui s'est passé chez nos gouvernants européens, et notamment français et belges, au moment de la crise ukrainienne, enfin depuis la crise ukrainienne, où là, tout d'un coup aussi, on a pu voir la preuve que c'était possible. Voilà, alors tu peux y aller maintenant, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous revenez à 2-3 reprises. On y revient, mais effectivement, on le pose une première fois dans ce chapitre sur le on ne peut pas, parce que précisément, là, tous les gens qui travaillent et qui militent sur ces questions ont été écœurés par ça, même s'ils étaient contents que pour les Ukrainiens, qu'on ouvre un petit peu plus... J'ai une petite sœur là dans le chat, je pense qu'elle comprend ce que tu dis. Entre guillemets, pour garder leur métaphore, mais il y avait des tas de dispositifs existants qui n'étaient jamais activés et que tout le monde demandait d'activer pour les Afghans, pour les Syriens notamment, et qui là ont été activés. Donc on a encore la preuve, une autre preuve, que des tas de choses qu'on nous a prétendues impossibles, tout d'un coup deviennent possibles dans certains contextes, pour certaines populations. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous amène au pas tout. Le pouvoir est un choix aussi, hein, voilà. Et que quand on veut, on peut, quoi. Voilà. Enfin, sur cette question-là. Alors, on arrive à accueillir. Ça va me permettre. Alors vous n'avez pas. Oui, vas-y, coupe-moi la parole. Non, mais c'est parce que effectivement, quand je travaillais en droit des étrangers sur la question de l'accueil des demandeurs d'asile
et la question est encore d'actualité, il y a ce qu'on appelle en Belgique depuis, de manière structurelle maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, la crise de l'accueil. Alors qu'est-ce que c'est la crise de l'accueil ? C'est la désorganisation d'un système d'accueil, d'enregistrement des demandes d'asile et du placement des demandeurs d'asile dans des structures d'accueil. Je dis la désorganisation, c'est-à-dire que l'État ne se donne pas les moyens de la politique qu'il s'est engagé à faire. Alors qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des files de demandeurs d'asile devant des administrations filmées parce que les gens dorment à la rue, etc. Et donc on organise en fait la visibilité et la mise en image, donc vraiment la mise en scène, sauf que c'est pas une mise en scène, c'est pour le coup c'est vrai, mais d'une misère qui viendrait se ruer à nos portes et produire des flux de population incroyables qui font la queue en attendant d'être accueillis. Alors que si on regarde sur le temps long ou sur les différentes gestions, les différentes crises ou les différentes vagues, j'ai envie de dire, de flux migratoires, on constate qu'il n'y a pas de corrélation spécialement entre tout d'un coup des grandes files et des places d'accueil en déficit, mais que c'est vraiment une histoire d'organisation politique et qu'en fait ça sert un certain message. Ça veut dire que ça produit une image d'un envahissement de tout d'un coup tous ces étrangers qui déferlent chez nous avec leurs petits sacs sur le dos et leurs enfants qui pleurent dans leurs bras. Or, en fait, on a tout à fait la possibilité de régler ces situations-là et on le voit pour la crise ukrainienne, mais aussi on le voit parce qu'il existe des dispositifs dans la législation en cas par exemple de catastrophes naturelles, de grosses catastrophes. Tout d'un coup, on va mettre en place des dispositifs où dans les 24 ou 48 heures, des centaines ou des milliers de personnes vont être accueillies, vont être hébergées. Et ça ne pose aucun problème, les dispositifs existent. Simplement, ils ne sont pas activés. Bon, voilà. Nous sommes en 1989, nous sommes en décembre 1989, nous sommes je crois même le 3 décembre 1989. Alors vous n'allez pas entendre cette phrase, mais vous la connaissez par cœur. Enfin, si vous ne l'avez pas entendue, voilà, personne ne l'aurait entendue. Il s'agit de Michel Rocard. Je suis désolé, on ne va plus vous voir à l'écran le temps que je mette l'archive de Michel Rocard. Michel Rocard est alors Premier ministre de la France. Nous sommes au moment de l'affaire dite de Creil du voile, où il y a une très forte pression du Front National. Michel Rocard, la deuxième gauche, est reçu chez Anne Sinclair, 7/7, l'émission phare de l'époque. Et voilà ce qu'il va prononcer, la fameuse phrase. Important, ajoutons ce soir la fermeté de donc ça c'est le petit résumé de Soir 3. Ça s'appelait Soir 3 déjà. Michel Rocard qui était l'invité de TF1, d'Anne Sinclair, et qui n'a pas mâché ses mots, des mêmes propos fermes d'ailleurs, s'agissant par extrapolation de l'immigration et des précisions très claires sur l'immigration clandestine. Des précisions très claires. Pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public. Voilà, donc j'entends Pierre qui en profite pour se resservir. Voilà, cette phrase de Rocard, vous la connaissez. Alors Michel Rocard va, c'est pas très important, mais il faut quand même le dire, va par la suite dire on m'a pas très bien compris, j'avais pas tout à fait dit ça. Vous y revenez dans le 3e chapitre sur la partie accueillir. Hein. On va en parler. Est-ce que vous pouvez quand même resituer cette phrase, cette déclaration, parce qu'évidemment c'est celle-là qui est la plus importante. À partir du moment où Rocard ouvre cette porte-là, après ils vont tous s'engouffrer. Oui, juste là on pourrait renvoyer tout le monde à un article. Il y a un article de quelques pages de Thomas Deltombe sur le site du Monde diplomatique, je crois, qui avait retracé justement les protestations, qui avait parlé des protestations de Rocard et du fait que ces protestations n'étaient peut-être pas si entendables que ça, parce que plusieurs fois il a redit une phrase similaire et que c'était bien pour justifier des durcissements politiques. Donc, sur le détail de ce qu'il a vraiment dit, de ce qu'il voulait dire et est-ce qu'il a été mal compris, c'est une question en fait qu'on ne tranche pas, parce que de toute façon, ce qui a été retenu par la postérité, c'était, comme l'a dit Michel Rocard, et effectivement, sa figure servait un peu d'argument d'autorité morale. Si même Michel Rocard le dit, alors si même la deuxième gauche morale, etc., anticolonialiste le dit, vous voyez bien que ce n'est pas du racisme, que ce n'est pas de la xénophobie. Donc,
On n'est pas entré dans le détail, mais pour ceux ou celles qui s'intéressent, il y a cet article de Thomas Deltombe. Et puis par ailleurs, effectivement, ce qu'on traite dans le livre, par contre, c'est le fond. Et c'est le fait que, et là, Michel Rocard, il est visé comme les autres. C'est que, par exemple, avec alors, le on ne peut pas, le tout, la misère et ce fameux verbe accueillir. Et lui, il emploie dans l'archive qu'on vient d'écouter, si je ne me trompe pas, le verbe héberger. Absolument. Qui est à la limite encore pire dans justement l'ambivalence qu'on pointe sur accueillir. Donc voilà, il y a une grosse partie des critiques qu'on fait qui peut viser sans problème aussi Michel Rocard. Absolument. Alors, je me permets une toute petite anecdote, mon cher Pierre, c'est que il se trouve que un jour j'ai dû faire le portrait de Michel Rocard à la télévision. C'était pour Pascal Clark, bon, qu'importe. Et j'avais repris cette phrase-là, en ajoutant ce qu'il va dire ailleurs, etc. Grosso modo, la phrase c'était raison de plus pour qu'elle fasse sa part, la France. Et je te dis juste ça comme ça. À la fin de l'émission, il est venu me voir, moi j'étais tout genou, tu vois, il était extrêmement touché. Et moi j'ai longtemps cru que, en effet, on avait tordu ses propos et que le type n'avait pas exactement dit ce que la postérité en avait retenu. Quand je lis l'article que j'ai montré tout à l'heure, que vous citez de Thomas Deltombe du Monde diplomatique, je me dis je me suis peut-être fait avoir par le gars, parce que effectivement, ce que vous racontez, c'est que malgré tout, Rocard va le dire plusieurs fois à peu près à la même période, sans forcément mettre le bémol qu'il mettra par la suite. Alors il y a une sombre histoire, parce que il est dit qu'il aurait dit ça avant à la CIMAD, etc. Dans un congrès de la CIMAD, mais personne n'en a trace. Enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà, je voulais juste raconter ça parce que je pense que malgré tout ça montre un malaise de la part de Michel Rocard. Alors tu peux dire, ça nous fait une belle jambe, la phrase est dite, c'est lui qui la prononce, et puis depuis, finalement il y a très peu de gens de gauche pour défendre un autre propos que celui-ci, finalement. C'est ça votre pensée ou pas? Oui, bien sûr. Oui, ça a été un peu... Allez, c'est lui qui l'a dit, c'est ce que la postérité a retenu de lui, j'ai envie de dire malheureusement, mais l'époque était mûre, entre guillemets, pour entendre ça, et pour que ce soit dit, et puis pour que ce soit repris. Donc il n'est venu quelque part que proposer une formule toute faite qui claquait bien, qui a été reprise après à bon compte par tout le monde en se disant ben voilà, ça c'est une bonne idée, une bonne phrase qui clôt pour une bonne fois pour tout le débat et qui explique en 2 mots ce qu'on veut vraiment dire. Non, en fait, désolé, autant d'années après, il est temps de la remettre un peu sur le métier. Et si tu veux, c'est je trouve toute la force de votre livre qui justement rétablit bien les choses par rapport à ça. Et démonte vraiment magistralement la phrase. Mais je voulais juste raconter cette anecdote. Il me plaît de me dire que au fond de lui, il s'est dit j'ai fait une connerie. je peux me gourer, je peux me gourer. Qu'importe. Revenons sur la phrase. Le verbe. Au début était le verbe accueillir. Il possède aussi un sens actif en désignant une politique publique consistant à accorder à ces immigrants un statut et des droits afférents. Il est enfin utilisé dans la langue courante avec une charge affective plus forte et une connotation plus positive pour exprimer une conception bien plus exigeante et engageante de l'hospitalité. Vous rappelez qu'effectivement, on vient de l'entendre, Rocard, lui, emploie pas le terme accueillir, mais héberger. C'est-à-dire, en fait, si je vous comprends bien, c'est un joli verbe pour dire ça on le fera pas. On aimerait bien mais on peut pas le faire, quoi. On aimerait bien être gentil mais on va pas le faire. C'est ça ce que ça veut dire? J'ai l'impression que vous êtes très très loin, que c'est le satellite qui a 10 secondes. Non. Ou alors mes questions sont cons ou quoi? Dites-moi. Non, c'est parce qu'on est très polis l'un et l'autre. On se demande qui commence de répondre. Allez-y. Vas-y Pierre. Alors, effectivement, le verbe accueillir, il a cette étendue sémantique très, très, très vaste qui fait qu'on l'emploie vraiment pour dire dans tel pays, il y a tant de personnes présentes qui viennent de l'étranger, qui sont migrants, qui sont réfugiés, etc. Donc ça, accueillir veut simplement dire compter sur son territoire. Et puis il y a l'essence
que tu as données, qui sont plus actifs et qui correspondent, plus on va vers le positif, la conception exigeante de l'hospitalité, héberger chez soi, recevoir comme il faut, accueillir, hein, vous êtes les bienvenus, et bien évidemment, plus ça correspond au sens le plus courant et le plus populaire du mot. Le premier sens auquel on pense quand on dit accueil, c'est ça. Or, c'est une manière de travestir les enjeux du débat, parce que déjà, ce qu'on cherche à justifier comme politique, c'est même pas seulement de ne pas accueillir, c'est de chasser les gens. C'est des choses qui vont beaucoup plus loin que ne pas ouvrir sa porte, c'est donner sa pièce principale, préparer un repas, etc. Tout ce qu'on pourrait mettre dans la langue courante autour d'accueillir. Donc, si déjà nos États se contentaient de foutre la paix, de ne pas traquer, de ne pas pourchasser, de ne pas expulser des gens qui arrivent et se font leur vie et se font un chez eux, puisqu'évidemment accueillir, ça va être ce qu'on va pointer dans ce chapitre, ça renvoie à un chez-soi, à un chez-nous qui ne serait pas chez eux, alors qu'on a affaire à des gens qui très rapidement, une fois qu'ils sont arrivés, se sont débrouillés comme ils peuvent pour se faire un chez eux. Et ils ont un chez eux, un nouveau chez eux. Ils ont quitté un chez eux qui était devenu invivable. Et ils sont en train de se faire un chez eux. Et on les en chasse. Or, évidemment, quand on se met à parler en termes d'accueil, on gomme tout à fait cette dimension-là. Et avec cette métaphore terrible qui consiste à traiter le pays comme une maison. Et donc, le simple fait de laisser vivre des gens dans ce pays devient le fait d'accueillir chez soi, dans sa maison. Et là, évidemment, l'imaginaire que ça développe, c'est tout de suite l'idée de l'impossible. Parce que, évidemment, tout le monde aime avoir sa chambre à soi, son univers un petit peu protégé, où on peut être seul, tranquille, peinard, et pas tout le temps visité par X ou Y. Déjà, ses amis, on ne les reçoit pas tous les jours. Donc, des inconnus, pourquoi on devrait les accueillir chez soi? Donc, il y a l'usage de cette métaphore domestique, qui est encore plus nette quand on dit héberger, évidemment, il est particulièrement vicieux. Et voilà, on développe un certain nombre de pages là-dessus, sur l'idée qu'un pays, ce n'est pas une maison. Un pays, ce n'est pas une maison. Donc accueillir au sens où une politique publique de la 6e puissance économique mondiale accueillerait, c'est-à-dire laisserait arriver, sans les pourchasser, des gens sur son territoire, ça ne peut pas être pensé dans les mêmes termes qu'une personne qui a ses petits moyens limités, son petit nombre de pièces chez elle, ses propres impératifs, ses propres emplois du temps, à qui on demanderait d'accueillir au sens fort, de bien recevoir, alors, a fortiori, toute la misère du monde. Là, évidemment, c'est fait pour évidemment suggérer quelque chose qui, effectivement, est impossible, sauf que ça ne correspond à aucune réalité sur les enjeux de ce qu'on appelle le problème migratoire. La question n'est pas que individuellement on héberge chez soi des gens. Il est d'arrêter de traquer, de pourchasser et d'expulser et de persécuter des gens qui sont là, qui sont arrivés et qui l'ont déjà fait leur chez eux. Ils l'ont leur chez eux. Oui, et je pense qu'il y a aussi toute la dimension, qui est un peu une dimension cachée, mais qui se trouve là derrière, c'est la figure de l'étranger assisté. Et que le terme accueil ou que le terme héberger vient un peu mettre en avant, genre, ces personnes sont incapables de se loger, de travailler, de subvenir à leurs propres besoins, etc., etc. Et donc on va devoir tout faire pour eux. Or, la réalité démontre bien le contraire, et on touche un mot, entre autres, sur le fait que les personnes qui migrent sont généralement des gens plus ou moins des classes moyennes ou aisées de leur pays d'origine, que ces personnes ont été éduquées, ont été soignées dans leur pays d'origine, et donc en fait, il y a déjà eu tout un coût social. Ça Jean-Charles, c'est dans le chapitre misère. Non mais j'ai lu. Non mais j'ai lu. Oui, on va bien. Ah mais. Attends mais. Ah ouais, attention, moi c'est un milieu orange. Il y a une question du chat de Monsieur ZD. Comment comprenez-vous ce refus, entre guillemets, d'accueillir au sens politique et ou populaire? C'est toute la. Là, pour une fois, je vais être court. C'est toute la démonstration du livre. Au terme de la discussion et de la lecture du livre, en tout cas, j'espère, qu'il est clair qu'on a
argumenter, justifier notre réponse, c'est moi je considère ça comme de la xénophobie. Voilà. Alors après, pourquoi l'homme est xénophobe, pourquoi l'espèce humaine peut être xénophobe, mais en tout cas, je l'interprète, je le qualifie, je l'analyse comme de la xénophobie. Oui, c'est de la peur. On est vraiment là-dessus. Il y a la peur de l'étranger qui sert après de justification ou en tout cas de moteur à toutes ces politiques. Il n'y a pas une prise en compte de l'autre versant qui est un peu abordé dans le dernier chapitre sur la question de l'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une politique d'hospitalité ? Comment fait-on pour avoir une politique intéressante avec les gens, etc. Mais donc c'est vrai que, voilà, pour nous, le moteur est assez clair qu'on est sur de la xénophobie de base, donc de la peur, de la crainte, entretenue et travaillée, entre autres, par cette phrase et le discours qu'elle sous-tend derrière. Alors justement, là, on arrive à la suite. C'est toute, dans cette phrase, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc là, nous sommes page 31, parce que c'est un bouquin qui cavale. Ça va vite. Là, vous dites, la ficelle rhétorique est grosse. Il s'agit, une fois de plus, d'intimider, d'impressionner, de terrifier, d'attiser les phobies en produisant un sentiment de submersion, d'invasion, entre guillemets évidemment tout ça, de grand remplacement, au prix bien entendu d'un brouillage des enjeux et d'une caricature du point de vue adverse. C'est-à-dire qu'avec ce mot toute la misère du monde, on intimide. Comment se passe cette intimidation ? Et là je donne la parole au Rolling Stone, parce que je vois que Monsieur Mug Beatles a tant de paroles absolument dingues. Jean-Charles, si tu veux, non, mais allez-y, vous partagez la parole comme vous voulez. 50-50, oui. Non, très bien. Du coup, tu m'as fait perdre la question. La question, c'est comment, à travers un mot, toute, on arrive à intimider, en fait, des esprits, finalement. Oui, mais là, c'est où vraiment on vient nourrir cette idée, mais vraiment, c'est une idée imaginaire, que tout d'un coup, si on avait une politique d'hospitalité digne de ce nom et humaine, l'entièreté des gens qui vivent dans des situations plus défavorables, qui se retrouvent dans d'autres pays de la planète, viendraient s'installer dans notre contrée. C'est vraiment ça l'idée. C'est ce qu'il y a derrière ce tout, c'est vraiment ça. C'est de dire, oui, mais attendez, si on était gentil, agréable et humain, et avec une vraie politique d'accueil, et qui prend en compte les gens pour ce qu'ils sont et qui ils sont, eh ben, vous savez, ils vont tous venir. Et derrière ce tous, il y a 5 milliards d'individus. Alors que c'est pas vrai. On sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. La plupart des gens souhaitent avoir des chouettes conditions de vie dans le pays où ils sont. Et il y a des gens qui sont forcés, contraints pour des raisons économiques, sociales, familiales, de quitter leur région et qui viennent effectivement choisir de s'installer dans notre pays, mais qui n'est pas non plus le pays de cocaïne qu'on vend tant, que ce soit pour des personnes qui sont dans un parcours migratoire ou même pour les personnes qui sont installées dans ces pays-ci. Voilà, on sait comment on vit. Et donc c'est vraiment ça qu'il y a derrière le mot toute, et c'est ça qui génère une angoisse. Pour moi, derrière ce mot toute, j'ai vraiment une image de quand la phrase est prononcée et qu'il y a le mot toute, je vois ça comme s'il y avait un énorme camion poubelle qui venait déverser la misère du monde à l'entrée de nos frontières. Or, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, et quand bien même on aurait une super politique d'accueil, eh ben ça ne se passerait pas comme ça. Pierre ? Rien à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, les deux mots accueillir qui fait penser à mon petit chez-soi, mon petit 2 pièces, ou mon petit 1 pièce, ou mon petit studio, ou même si j'ai 3 pièces, et de l'autre côté, toute la misère du monde, donc, qui tout de suite se chiffre en milliards, voilà, c'est clair, effectivement. On voit 1 milliard de personnes arriver, même pas dans mon pays ou mon quartier, dans mon salon. Puisqu'il y a cette métaphore domestique qui est très présente. Donc effectivement, c'est fait. Alors, ça a cet effet, et moi je prétends, et nous on prétend, je pense qu'on est d'accord là-dessus, que c'est un effet voulu. C'est un effet voulu. C'est un effet escompté de produire effectivement un sentiment et d'attiser un sentiment de submersion et donc de terreur. Alors, et moi, ça me fait toujours aussi mettre en parallèle les volontés prises par certaines décisions politiques d'attirer les investisseurs.
Alors, je trouve quand on met les deux discours en parallèle, je trouve que c'est toujours très, très, très intéressant et très éclairant de se dire que d'un côté, on va avoir des politiques asociales, de dumping fiscal, de diminution des législations sociales, des législations fiscales, pour attirer les investisseurs. Alors là, il n'y a pas de problème. Donc, on peut salir notre propre terrain national avec des politiques qui, quelque part, détruisent le lien social et l'économie d'un pays pour attirer les investisseurs. Donc là, on est d'accord de créer la misère chez nous pour attirer un certain type de public, ou en tout cas de capitaux, et généralement ça va avec le public, alors que d'un autre côté, on ne veut pas du tout. Donc je trouve ça aussi intéressant de mettre en parallèle ces deux choses-là. Juste, pardon, moi aussi j'ai... Ah, ça y est, ils sont chauds, allez, je vous laisse, allez-y. Un petit post-scriptum sur l'accueil, parce qu'évidemment on critique beaucoup la métaphore domestique, parce qu'un pays ne fonctionne pas comme une maison, et que renvoyer l'immigré à un statut d'éternel invité, c'est une rupture fondamentale et gravissime avec le principe d'égalité des droits dans un pays démocratique. Mais par ailleurs, on rappelle aussi quand même dans le livre que même héberger au sens le plus fort du terme, accueillir chez soi, préparer un repas si la personne en a besoin, il y a des gens qui le font, et il y a quelque chose de très important qu'on prend en compte dans le livre, c'est ces lois qui persécutent la solidarité, qui punissent et qui interdisent et qui répriment l'aide au séjour irrégulier. On attire l'attention sur le fait que d'abord ces lois... le délit de solidarité, rappelez-vous. Ça s'appelle comme ça. Alors, c'est comme ça que nous on l'appelle, et que tous les citoyens un peu critiques l'appellent. Il s'appelle, son nom officiel, c'est délit d'aide au séjour irrégulier. Voilà. Mais en fait, ça consiste bien, les gens qui sont punis, alors le plus célèbre c'est Cédric Herrou, mais dans tous les pays, il y a des gens qui ont été poursuivis parce que tout simplement, ils avaient fait vivre les principes de liberté, d'égalité et de fraternité humaine. Et ce qu'on souligne, c'est que ces lois, elles sont très intéressantes et très révélatrices. Elles révèlent d'abord, on aurait pu en parler sur le chapitre, et on en parle dans ce chapitre, on ne peut pas, c'est qu'elles sont un démenti de plus au fait qu'on ne peut pas. Parce que s'il est nécessaire de la punir et de l'interdire, la solidarité, c'est précisément parce qu'elle est possible. Si elle n'était pas possible, on n'aurait pas besoin de l'interdire et d'envoyer la police chez Cédric Herrou et ses semblables. Donc, ça, c'est déjà très intéressant. C'est un argument qui joue contre ceux qui profèrent cette impossibilité prétendue. Mais par ailleurs aussi, c'est très révélateur. Jean-Charles parlait tout à l'heure de mise en scène du problème migratoire, de la submersion par 1000 moyens, effectivement, y compris d'entretenir des attroupements de gens qu'on laisse dans la rue et qu'on va comme ça montrer comme la preuve que. Mais là aussi, cette persécution des hébergeants, des solidaires, des délinquants de la solidarité, on les avait appelés comme ça dans une pétition aussi, les délinquants de la solidarité, ceux qui sont délinquants parce qu'ils sont solidaires. C'est capital dans le dispositif, et Darmanin s'apprête à durcir la répression, à durcir cet article de loi dans son prochain projet de loi. C'est capital dans leur dispositif parce que justement, ces personnes-là, elles sont un démenti vivant, encore une fois, à tout ce qu'ils professent, à l'impossibilité, au fait que ça va forcément mal se passer, au fait qu'on ne peut pas se le permettre, parce que d'ailleurs, assez souvent, ce n'est pas forcément les gens les plus riches qui accueillent chez eux dans leur salon les plus pauvres. Ceux qui le font, parce que évidemment beaucoup de gens le font, c'est d'abord les familles, souvent, ou les compatriotes de ceux qui arrivent, ou en tout cas des gens qui ne roulent pas sur l'or. Alors, dans ce chapitre-là, sur le vocable « toute », c'est là où vous évoquez les sondages dont tu parlais en début d'émission. Mais alors, comme il nous reste 35 minutes, parce que moi j'ai promis au petit assistant qu'à 19h30 c'était fini, et j'ai promis aux fans de Mr. Tambourine Man qu'il serait à l'heure pour le show de Monsieur Zimmerman. Donc 19h30 on arrête. Alors je ne sais pas s'il faut qu'on revienne si vite fait quand même sur les sondages. Vous parlez d'une enquête réalisée en 2015 dans 33 pays qui a montré que la proportion de migrants vivant sur les territoires nationaux concernés était systématiquement surévaluée par les sondés, de plus 14% en Norvège à plus de 500% en Argentine, et au Brésil 8233% de plus, c'est-à-dire que les gens pensaient qu'il y avait 25% de migrants alors qu'en fait il y en a 0,3
sur le sol brésilien, etc. Et ça vaut évidemment pour la France. Donc comme on a parlé des sondages tout à l'heure, je voulais citer celui-ci. Et donc c'est au détour comme ça de ce chapitre. Et là, dans ce chapitre, il y a cette phrase. J'aimerais bien une petite explication de texte. Le pas toutes, donc on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, le pas toutes se décline soit en un, pas la piétaille, soit en un, pas la racaille, soit les deux. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ah, Jean-Charles, je dois avoir un temps d'avance de temps de parole aussi, donc Jean-Charles. Oui. Pas la piétaille, pas la racaille. Mais c'est cette idée générale, et alors quand tu parles des sondages aussi, c'est vraiment la question de la perception, et aussi de voir comment au fil, c'est toutes des parties évidemment enfin je dis évidemment parce que je le sais, qui reviennent à Pierre d'avoir ajouté ça dans le texte, mais qui sont aussi toutes ces évolutions de, tiens, qui est l'étranger, qui est le eux, qui est cette misère qu'on ne veut pas accueillir, et de voir qu'au fil des évolutions géopolitiques, eh ben, ce eux devient proche ou pas proche. Enfin, ici, la crise ukrainienne, hier, l'italien qui vient travailler dans les mines, aujourd'hui, la racaille qui en fait habite et est française ou belge, etc. Donc, c'est vraiment toute cette notion aussi en fait qu'il y a là derrière. Et c'est là où on en vient sur vraiment le caractère xénophobe de cette phrase aussi. C'est qu'en fait, c'est une phrase qui ne parle pas que de la question migratoire. C'est une phrase qui parle aussi de la question du vivre ensemble dans une société cosmopolite avec des principes d'hospitalité ou pas. Et donc c'est là où on voit qu'en fait cette phrase-là, on évoque aussi cette ambiguïté entre c'est qui le eux, c'est qui le on, et qu'en fait c'est à géométrie variable. Et c'est chaque fois, on voit qu'en fait la frontière, elle peut être déplacée au gré des intérêts poursuivis, au gré de la situation. Et c'est là où on voit vraiment qu'il y a un danger sur cette phrase, c'est qu'en fait, on en arrive pour finir avec le français de souche et le belge de souche, qui, à part être blanc et j'ai envie de dire même d'être un homme, on voit pas très bien qui c'est au bout du compte, parce qu'en fait, on va accepter que le luxembourgeois, en fait, il est quand même un peu dans le nous, et que l'investisseur kazakh aussi. Enfin, nous, on a eu en Belgique des exemples assez incroyables avec des hommes d'affaires kazakhs comme ça. Mais voilà. Donc et alors, ce chapitre sur oui, alors juste un truc, j'y pense qu'on a parlé de Darmanin tout à l'heure, l'un de vous deux a parlé de Darmanin, ce qui est toujours très, très sympathique de me rappeler Darmanin, comme ça me... voilà. Donc Darmanin, je viens de passer 3 jours avec lui, voyez-vous, puisqu'on a suivi les débats au Sénat. Bien. Félicitations. Oui, c'est comme ça. Eh bien, justement, il y a eu un moment où il s'est énervé. Sinon, il avait son petit ton badin sûr de lui, etc. Bon, il y a eu un moment, ça vous aurait intéressé, je pense, où il s'est vraiment levé comme un seul homme et il s'est énervé. C'est quand un sénateur vert, Guy Benaroche, pour ne pas le citer, a parlé de la police qui traque les migrants, la police française qui traque les migrants. Et notamment, il a parlé de la PAF, la police aux frontières. Là, Darmanin s'est levé en disant « Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire que la police traque, ce n'est pas correct, etc. » Et ça, c'est... Voilà, je voulais le préciser parce que vous avez parlé de Darmanin. Je reviens au bouquin et je reviens à l'avant-dernier chapitre. C'est le moment justement, Jean-Charles, où vous évoquez que de temps en temps, il y a ce que vous appelez le moment ukrainien, et il y a une espèce de tentation du tri. Et que donc, si on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en fait, il se trouve qu'on peut en accueillir une partie. C'est ça que sous-tend la phrase. Il y a le mauvais chasseur, hein. C'est toujours la même histoire. C'est belge ça. Il y a le mauvais migrant. C'est quoi ça, bon chasseur, mauvais chasseur? Nous, on a que des bons chasseurs en France. Oui, c'est ça. Non, mais c'est le bon migrant et c'est le mauvais migrant. C'est on accepte, enfin voilà les clichés. On accepte le migrant asiatique parce qu'il est travailleur et laborieux et qu'il n'ouvre pas, et on refuse le migrant africain parce qu'il est paresseux et je m'en foutiste. Et donc on est toujours avec ces stéréotypes-là qui trimballent la question migratoire. Et le migrant ukrainien aujourd'hui vu comme quelqu'un qui est victime
c'est vraiment la figure de la victime que nous, on va venir sauver, et alors ça nous place dans une position absolument honorable. Et donc là, on a une victime qu'on va sauver, et qui nous ressemble, et tout d'un coup, on trouve que oui, ok, qui parlent pas la même langue que nous, c'est pas très grave. Ils ont vaguement la même origine religieuse, culturelle que la nôtre. Donc en fait, eux, ça va aller. Mais voilà, on voit très bien que c'est complètement conjoncturel. Enfin, je pense Pierre peut en dire plus, entre autres, sur la question de la vision des Arméniens. Je veux dire qu'absolument. En fait, c'est à la fois conjoncturel sur les résultats et structurel sur la cause. C'est que c'est un racisme très profond et très structurel qui produit effectivement, au fil de la conjoncture, des incohérences, ou ce qui apparaît comme des incohérences, c'est tiens, pourquoi un système d'accueil d'urgence qui n'était pas activé pour les Syriens et pour les Afghans, malgré les 1000 alarmes qui étaient actionnées, il l'est pour les Ukrainiens? Et ça nous renvoie pas à la Pietà et pas à la racaille. C'est ça qu'on veut dire, c'est que les deux grands systèmes de tri, et ça nous renvoie aussi à Michel Rocard, parce que justement, quand il dit on doit en prendre sa part, la question qui est c'est quelle part, alors, et comment on en trace les contours. Et effectivement, on les trace de deux manières, et ça depuis des décennies. C'est d'une part un critère utilitariste, de quelle profession notre patronat a besoin en ce moment. Donc ça aussi c'est conjoncturel. Donc on va dire les diplômés, alors on va dire souvent, c'est des mots qui ont été employés sur les Ukrainiens, c'est une immigration de qualité. Et alors de qualité, ça peut vouloir dire diplômé, avec donc, tout un préjugé comme ça, scolastique, et puis qui renvoie en fait en dernière instance aux besoins du patronat, donc les métiers en tension comme on dit, etc. Et puis l'autre critère de la qualité, c'est des mots qui ont été employés, c'est la proximité. Alors soit on va dire des euphémismes, la proximité, ils ont les mêmes voitures, ils nous ressemblent, la proximité culturelle, etc. Refrain qu'on nous ressort effectivement parfois au sujet des Arméniens, mais je rappelle effectivement que les Arméniens ont subi dans le passé exactement le même couperet du patout, sauf qu'ils étaient de l'autre côté. Ils étaient perçus comme du mauvais côté du patout, c'est-à-dire du côté de la Pietà et de la racaille, qui apporte des maladies, qui a des mauvaises manières orientales, qui est trop dévote, qui est trop communautariste, qui reste entre eux, qui ne sont pas des bons travailleurs, qui n'ont pas notre finesse française, etc. Donc je cite des sénateurs socialistes, des savants de l'INED ou autres, qui tenaient ces discours-là sur les Arméniens. Et pour revenir au présent, il se trouve qu'en Ukraine, il y a une très très importante diaspora arménienne, et qu'en France, parmi les Ukrainiens pas accueillis, les réfugiés venant d'Ukraine et renvoyés, pas accueillis, ne bénéficiant pas de la petite ouverture qu'on a connue, il y a en fait les Africains ou aussi des Arméniens, c'est-à-dire des non-Ukrainiens de nationalité, des immigrants, des résidents étrangers mais qui vivaient en Ukraine et qui eux aussi, comme les autres, ont eu besoin de fuir. Là, tu fais allusion, par exemple. Tu fais par exemple. Il y a des gars de sans-papiers en France à qui on refuse et qu'on veut expulser, qui sont arméniens ou qui sont ressortissants de différents pays africains de nationalité, mais qui étaient des résidents ukrainiens, qui vivaient en Ukraine. Mais comme ils ne sont pas ukrainiens blancs et de nationalité ukrainienne, on estime que ce sont des usurpateurs, qu'ils n'ont pas, et là qu'ils abusent de notre générosité, qui ne doit cibler que des Ukrainiens voilà. Alors Oui, et donc c'est vraiment. Oui, pardon. Non, c'est juste, je voulais réinsister sur ce que Pierre disait, mais c'est vraiment la machine est là. En fait, peu importe le public. Donc la machine à discriminer, la machine à choisir, la machine à traquer, la machine à rejeter, la machine à refuser de l'aide, elle est là. Et l'autre machine est là aussi. La machine à accueillir, la machine à traiter dignement, etc. Donc en fait, les deux machines fonctionnent concomitamment. Ce qu'on voit simplement, c'est le déplacement de la frontière de qui on va faire rentrer à gauche. Je suis désolé. C'est chaque fois moi qui le franchis. Désolé Pierre. Point Godwin. Mais donc vous allez à gauche ou vous allez à droite. C'est vraiment c'est pas tellement les gens vont à gauche ou à droite, c'est vraiment la ligne politique décide jusqu'à quel point on va être à gauche ou jusqu'à quel point on va mettre la ligne à droite et pour quel public et en fonction de quelle conjoncture. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, de garder à l'esprit que l'appareil
idéologique qu'on dénonce, en tout cas avec cette phrase, et que nous on dénonce, mais aussi l'appareil administratif est là, l'appareil législatif est là, l'appareil politique est là. Aonim dans le chat nous dit « Je bosse avec les migrants depuis la guerre en Ukraine, c'est très compliqué. Les migrants ne comprennent pas le 2 poids 2 mesures. C'est affligeant et ça met en colère. » Je continue d'avancer dans votre livre, puisque là je fais un petit point pour ceux qui sont arrivés. Nous sommes avec les 2 auteurs de ce livre. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, qui est une espèce de démolition totale de cette phrase, en finir avec une sentence de mort. Le principe du livre, très simple et lumineux, c'est de prendre chacun des mots, ou quasiment, et de les démonter. Et là, on arrive à la fin, c'est la misère du monde, hein, c'est-à-dire c'est le côté Bourdieu du bouquin. Alors évidemment, là, je vais lire un petit passage qui montre quand même que vous avez du plaisir à écrire. Cette appellation, misère du monde, exerce donc une extrême violence, en premier lieu, à l'égard des arrivants et des arrivantes, dont l'humanité est niée, ou en tout cas silenciée et invisibilisée, et dont la route est barrée d'une implacable assignation au malheur et à la pauvreté. Ce malheur, dont ils et elles veulent s'extraire, leur est renvoyé comme une seconde nature, un destin, une identité, un sobriquet. Misère tu fuis, misère tu es, misère tu resteras. C'est ça que veut dire la misère du monde. C'est-à-dire, en fait, c'est la double peine. Oui, et c'est la déshumanisation. Hein. On ne parle pas de personne, on parle vraiment d'un état déplorable. Et c'est ça qui reste. Et effectivement, c'est l'assignation, c'est la désignation une bonne fois pour toutes. Et de nouveau, donc, on place des gens dans une dénomination qui n'est pas une dénomination qui désigne des gens, qui désigne un état, qui désigne une situation. Et donc ça, c'est d'un côté, la déshumanisation complète dans le discours, de ce dont on parle. En fait, on parle de personnes, rappelons-le. Et puis, d'un autre côté, ça nous place, le locuteur, ça le place dans une position de celui qui, ah oui, mais moi, je suis quand même bien, je suis celui qui va résoudre la misère éventuellement. Qui va la prendre en charge, qui va l'assister, qui va... c'est nouveau la figure du sauveur, donc on est un peu dans cette gymnastique-là, mais avec le côté insidieux comme on évacue le fait qu'on parle de personnes, ça permet en fait tout et n'importe quoi, ça permet de dire n'importe quoi, et ça permet d'avoir des politiques qui sont des politiques inhumaines, vu qu'en fait on ne parle pas d'humain, on parle de misère. Là il y a le co-auteur qui acquiesce. Ouais, non, c'est ce qu'on appelle, on ouvre le chapitre comme ça, un substantif abstrait pour faire pédant. C'est un substantif abstrait, ça enlève toute dimension concrète, toute épaisseur effectivement qui permettrait une empathie. Si on était correct déjà, même en étant réducteur, hein, en réduisant ces gens à leurs conditions misérables, qui effectivement inclut une part de réalité. Quand on fuit un pays pour aller dans un autre, généralement, il y a de la misère dans l'expérience vécue. Mais logiquement, on devrait dire au moins des misérables. Sauf que si on dit les misérables, on pense à Victor Hugo, à Gavroche, à Cosette, et tout de suite, c'est pas le même regard. C'est pas le même regard que si on dit la misère. Comme dit, et ça c'est une formule que Jean-Charles a amenée dans le livre, la misère, ça s'éradique. Hein, c'est comme ça qu'on parle de la misère dans le débat politique. Ouais. Donc ça permet d'éradiquer des humains sans dire qu'on éradique des humains, puisqu'on éradique un substantif abstrait. On n'éradique pas des misérables, on éradique la misère du monde. Et c'est aussi un message adressé aux citoyens, aux Kidam. Vous savez, moi, politique, qui prononce cette phrase, je vous protège de la misère. La misère ne rentrera pas chez nous. Moi, je vais être garant de votre bien-être social, économique, etc. Je vais éviter à cette misère qu'elle rentre chez nous, parce que c'est bien connu, la misère, c'est contagieux. Et effectivement, il y a cette assignation-là du qu'est-ce qu'on fait rentrer chez nous? On va faire rentrer la misère, au secours, il faut absolument agir. Alors que dites-vous, page 53, c'est une autre facette de la politique d'immigration qui se fait jour. Derrière la désolation de ne pas pouvoir, donc on ne peut pas, de ne pas pouvoir secourir la misère du monde, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, semble se profiler l'exact opposé, écrivez-vous, la volonté expresse de misérer, oui, une jeunesse pleine de ressources qui arrive sur le territoire national et de l'enfoncer dans la misère. C'est vous qui avez écrit le livre? Vous êtes d'accord avec ce que vous avez écrit ou quoi, les gars?
Moi, je trouve c'est que bien. c'est super bien dit. Moi, je trouve aussi. Alors, ça implique plusieurs choses. Ça implique d'abord, premièrement, une chose qu'on évoque aussi dans le chapitre d'avant, qui est que c'est pas toute la misère qui émigre et qui entre guillemets frappe à nos portes, pour garder toujours cette métaphore pourrie. C'est une petite partie et une toute petite partie. Donc ça, dans la partie pas toute, on le rappelle, que déjà l'écrasante majorité, et on donne tous les chiffres édifiants qui le confirment, l'écrasante majorité des gens qui sont dans la misère est tellement dans la misère qu'elle ne peut pas bouger et qu'elle crève sur place ou qu'elle survit sur place. C'est ça. Quand elle bouge ensuite, la grosse majorité bouge dans ses propres frontières, vers une autre région, une autre ville. Et quand elle sort de ses frontières, la majorité aussi va dans des pays voisins. Et donc, à la fin, la partie de la misère qui demande à entrer sur notre territoire, ça, je sais plus quel est le chiffre, mais il est infime, aux portes de l'Europe, comme on dit. Donc ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, on revient dans le dernier chapitre sur effectivement cette question du nom, la misère du monde, et pourquoi pas la richesse du monde, les ressources du monde, ou les forces vives du monde. Tout simplement, on rappelle que cette petite partie, par ailleurs, elle est sélectionnée, et là aussi, on cite toutes les études qui le documentent et qui le chiffrent, c'est en général des gens qui viennent des pays qui ne sont pas les plus pauvres, qui dans ces pays ne viennent pas des classes les plus pauvres, qui sont en général, qui arrivent à un âge où ils sont effectivement plus en meilleure santé que la moyenne de notre population, déjà formés, donc pas à charge pour notre société, puisque leur formation, leur éducation, ils arrivent en âge de travailler, tout frais et dispo pour le marché du travail. Et bref, à beaucoup d'égards, c'est une ressource économique. Pour prendre une image, c'est pas que des nouveaux élèves qui arriveraient, j'ai 10 élèves de plus par classe à moyen constant à gérer. C'est aussi d'autres profs, collègues en plus, des CPE, des surveillants, des agents de service, des gardiens et des gardiennes, des médecins scolaires en plus qui arrivent. C'est des gens en âge de travailler, en meilleure santé encore une fois que la moyenne, et qui pour toutes ces raisons pourraient être appelés, ne sont pas réductibles à la misère qu'ils ont fui pour arriver ici. Donc ils sont à beaucoup d'égards effectivement des gens pleins de ressources, et par ailleurs d'une rage de vivre qu'on a effectivement quand on vit l'exil, et que évidemment elle est très connue, exploitée. Vous poussez un peu le bouchon parce que vous expliquez. Mais elle n'est pas reconnue. Vous expliquez elle est très connue, exploitée, mais pas reconnue. Vous expliquez même que c'est qu'il y a plus d'entrepreneurs dans cette population que dans la population moyenne. Ça, je ne savais pas. Oui. Il y a plein de Bernard Tapie en fait. Non, mais les choses sont assez, les choses sont assez étonnantes quand on les voit de l'intérieur. Et c'est vrai que, par exemple, pour toute une série de personnes migrantes, l'idée de recevoir une aide sociale n'est même pas une conception qui leur vient à l'esprit. Donc, ils arrivent ici, ce qu'ils demandent, c'est travailler, avoir accès au marché du logement, avoir accès au marché du travail. Ils demandent des accès. Ils ne demandent pas de l'assistance. Et en fait, ils sont pleins de ressources. Et alors aussi, évidemment, comprendre ce que je dis, pas dans le mauvais sens, mais les processus migratoires sont tellement complexes et compliqués qu'il y a un phénomène de sélection organisée, enfin, en tout cas, qui produit une sélection que, quelque part, il n'y a que les plus battants qui arrivent, que ceux qui ont le plus de ressources, ceux qui sont capables de se mouvoir dans un monde où, à toutes les étapes, des barrières leur sont posées, que ce soit les barrières financières, des barrières matérielles, des barrières militaires, parce qu'on en vient maintenant à des dispositifs où on utilise des technologies militaires pour arrêter le phénomène migratoire. Donc voilà, c'est quelque part des, entre guillemets, je dors un peu l'image, mais je veux dire, il y en a toute une série, c'est des héros des temps de la mondialisation. Les personnes qui arrivent encore à migrer de régions pauvres, ou on va utiliser le bon terme, de régions appauvries du monde, qui arrivent dans des régions enrichies, ou en tout cas où il y a un potentiel de richesse éventuellement qui pourrait être disponible pour les populations. Et donc les gens qui traversent là ont toute une série de mérites, rien que d'avoir réussi ce parcours. Et ils arrivent avec une rage de vivre, une envie de s'installer, une envie éventuellement de repartir et de se réinstaller dans leur pays dans de meilleures conditions que celles qu'ils ont quittées. Et tout ça est un peu cassé dans l'œuf. Ou pour dire beaucoup, souvent cassé dans l'œuf et arrêté net,
Et donc on finit par entretenir les gens dans des camps, quelque type qu'ils soient, que ce soit la jungle à Calais ou que ce soit des camps d'accueil de demandeurs d'asile, où on leur demande d'attendre. Enfin, je veux dire, voilà, toute cette sociologie sur la sociologie de l'attente des personnes en procédure, c'est quand même quelque part incroyable. Et quand vous interrogez ces personnes-là, ils vous disent tous, mais moi je veux travailler. Donnez-moi la possibilité de travailler légalement. Donnez-moi la possibilité d'avoir accès au marché du logement. Donnez-moi la possibilité à mes enfants d'être éduqués. Voilà, c'est là où on en est maintenant. Alors Pierre et Jean-Charles, il nous reste 10 minutes. Je m'en voudrais de ne pas relayer quelques questions du chat. Vous pouvez y répondre rapidement si ça vous va. Alors il y a AH qui vous demande, est-ce que vous savez si la phrase « on ne peut pas accueillir », etc. est reprise dans d'autres pays que la France, donc voilà, c'est ça. Pardon, c'est complètement... En Belgique, oui. En Belgique, c'est pareil. C'est le même service. Oui, vraiment, oui. Alors, on n'a pas fait, mais par ailleurs, non seulement dans d'autres pays, à mon avis, des phrases très similaires, des stratégies argumentatives très similaires peuvent être reprises, mais y compris dans le passé avant Rocard. Je suis persuadé que c'est pas Rocard qui l'a inventé et que ce type de registre, comme ça, faussement évident, populiste, avec toutes les stratégies d'intimidation, de terreur dont on a parlé, je suis persuadé, effectivement, on n'a pas fait ce travail de recherche, mais je suis persuadé qu'on le trouverait et ailleurs et en d'autres temps. Tranquille Chat vous demande, peut-on considérer que la Turquie accueille ou entasse dans des camps pour soutirer de l'argent de l'Europe ? Puisqu'on a dit que la Turquie était le pays qui accueillait le plus de migrants. Grosse question. Les deux. La Turquie accueille, de fait, au premier sens du terme, d'accepter sur son territoire, là c'est un fait, et dans des proportions effectivement qui devraient faire rougir de honte tous nos pays européens. Par ailleurs, effectivement, elle ne les persécute pas au même degré qu'on puisse, à ma connaissance. Il n'y a pas de politique massive de traque, d'expulsion. Mais par contre, effectivement, ça ne veut pas dire que c'est un État humaniste et qui persécute bien d'autres parmi ses propres ressortissants. Mais en tout cas, la Turquie a un deal, effectivement, et instrumentalise cette question, ce qu'on appelle de manière odieuse dans les cercles de pouvoir la pression migratoire. Et effectivement, pour qu'on le laisse tranquille, massacrer de l'Arménien, du Kurde ou ses propres opposants, c'est sa grosse monnaie d'échange. Pour l'Azerbaïdjan, c'est le gaz. Je dirais qu'en grande partie pour la Turquie, je simplifie peut-être, mais c'est en tout cas un de ces leviers de pouvoir qui fait que voilà, qu'on a toujours laissé tranquille Erdogan globalement, oui. Parce qu'il a, à mots couverts et parfois assez explicitement, dit rappelez ça, si vous me faites chier, j'ouvre les vannes, encore une fois, dans cette novlangue de dirigeants qui partagent avec nos dirigeants. Et ce qui est assez affolant sur cette question turque, c'est de voir qu'on arrive en tout cas les autorités politiques arrivent à construire un discours comme désignant Erdogan le problème du fait que l'Europe, en tout cas les pays de l'Union européenne, refusent d'accueillir les immigrés. En fait, c'est vraiment ça le point de départ. L'Europe refuse l'accueil et donc Erdogan, en stratège intelligent, dit « Ah, ben vous refusez de les accueillir, mais moi, je peux refuser de les garder chez moi et les laisser continuer leur chemin. » Et donc, on fait passer Erdogan pour un utilitariste, mais en fait, il utilise parce qu'on lui donne le bâton avec lequel il peut nous taper. Absolument. Très clairement, en tout cas, les politiques sont là. Sentier Battant vous demande, comment expliquez-vous qu'une partie substantielle de la gauche, alors j'imagine une veut dire française, mais je pense qu'en Belgique c'est pareil, est glissée inexorablement vers un discours xénophobe. Les problèmes socio-économiques sont-ils suffisants pour expliquer cet écueil ? Rocard, 89. La gauche, je sais pas, je connais pas. Non, mais voilà. Bah si, c'est les gens qui nous regardent. Mais non, mais on se cache. Voilà, je pense que, il me semble que la politique est la même en Belgique qu'en France à ce niveau-là. Donc on a une gauche qui s'est fait rattraper par un souci quelque part entre guillemets de séduire un électorat qu'ils ont délaissé. Et
avec la tentation de voir qu'effectivement l'extrême droite produit des résultats électoraux en ayant ce type de discours-là. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas en ayant un discours plus souple, en ayant un discours plus... je veux dire, voilà, c'est à partir du moment où la gauche a arrêté de véhiculer une utopie qui est désirante, qui fait rêver les gens, une utopie qui leur fait envie. À partir du moment où la gauche est devenue une gauche gestionnaire, c'est fini. Elle a été obligée d'utiliser les moyens de la droite. J'ajouterai un mot, parce que moi j'ai consacré beaucoup de livres à cette question-là, les glissements de la gauche, la perméabilité de la gauche au racisme, malheureusement de longue date. Là aussi c'est structurel à mon avis, c'est-à-dire que la gauche française, elle a été colonialiste aussi au 19e siècle. Donc voilà, le racisme, le sexisme aussi d'ailleurs, si on passait sur d'autres sujets, c'est pas être de gauche et progressiste, même si idéalement, c'est être du côté de l'égalité et de la liberté. De facto, la gauche réelle, en France comme dans d'autres pays, elle peut être traversée par le racisme, le sexisme. Donc, à mon avis, il y a ça, il y a ce qu'a dit Jean-Charles. Et puis, il y a un truc tout bête, c'est que les étrangers votent pas. Et que la gauche, elle est électoraliste. Et qu'elle fait un calcul électoraliste. Alors, après, elle pourrait peut-être penser au fait qu'il y a des Français d'origine étrangère qui ont des membres de leur famille qui sont, eux, étrangers et qui pourraient peut-être sanctionner la xénophobie de notre gauche, et qui, à mon avis, le fait. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, je ne sais pas, d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit énorme, qu'ils ont gagné en voix de souche raciste qui votent Front National en se mettant à la traîne sur ce genre de thématique. Je ne suis pas sûr qu'ils ne l'aient pas perdu de l'autre côté dans les gens issus de l'immigration. Bon. Là, je parle sur le temps long, parce qu'effectivement, aux dernières élections, la gauche de Mélenchon, elle a plutôt fait le plein de voix dans les classes populaires, y compris issues de l'immigration, d'après ce qu'on sait. Mais en tout cas, il y a plein de raisons, mais oui, la gauche, moi, je pense que la gauche a un problème de xénophobie aussi. En tout cas, au mieux, est indifférente au sort de ces gens qui crèvent tous les ans de ces politiques, et au pire elle se met parfois même à la traîne sur des campagnes politiques ou sur des thématiques qui sont les plus dures. Ultime question de Curieux 238 qui vient d'ailleurs d'offrir un abonnement, c'est comme ça. Il demande chez quelle petite librairie en ligne on peut acheter pour éviter les Fnac, des sites Cultura, etc. Alors, chez les libraires, oui, en fait. Ça vient en quelques jours, on l'a chez le libraire du coin, ou chez le libraire préféré, ou chez les libraires ou la libraire du coin. Il y a eu une rupture de stock, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a eu une rupture de stock ces derniers jours. Ce qui était la rançon du succès. Mais là, dès lundi, le nouveau stock arrive, la réimpression arrive. Donc en fait, il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, de le commander. Et puis après, en ligne, on pourra, je sais pas, peut-être David pourra en donner, mais il y a des sites en ligne qui ne sont pas ni Amazon, ni la Fnac. Non, mais sur Paris, il y a Paris Librairie. Il y a Paris Librairie qui vous permet de commander. Alors c'est sur Paris, mais ça existe. Je crois que c'est librairie.com en fait, qui permet de savoir où est le bouquin. Et sinon, vous le commandez chez votre libraire du coin et vous allez le chercher. Et vous dites bonjour au libraire et puis il vous conseille un autre livre. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je partais pour acheter un autre livre et la Pierre du Mont-en-L'air me dit non. Faut que t'achètes ça, faut que tu les reçoives, les gars. Bon, là, il est 19h24, messieurs. J'ai mon. Je dis une chose. Oui. Il y a encore 5 minutes. Le petit assistant est passé. Ça va encore, je gère encore. Il reste 5 minutes. Après, vraiment, faut que je vous laisse. Je vous écoute. On vous écoute. Non, c'était juste pour dire que on peut passer chez un libraire. Du coin, quoi. C'est aussi l'occasion de rendre l'appareil, c'est-à-dire que de faire connaître au libraire pour s'il était passé à côté, ce petit livre qui tient dans une poche. Il y a une question de Sergent DAC 91. Est-ce que l'hypocrisie de cette phrase, celle que vous démontez, ne rejoint pas celle qui consiste à dire dans un premier temps qu'ils se débrouillent, par exemple les migrants, puis à surtout
pas les laisser se débrouiller réellement, par exemple en détruisant leurs tentes dans la forêt ou en les mettant dans des centres de rétention administrative. Là, je commence. Parce que justement, ça répond à... J'avais oublié de répondre à misérer. C'est ça, misérer. C'est ça qu'on appelle... on prétend secourir la misère du monde, ou ne pas pouvoir et le déplorer, en être attristé. Mais s'y résoudre le cœur triste. Alors qu'en vérité, il y a des gens qui arrivent plein de ressources et qui effectivement... Mais même quand ils ont des tentes... Donc même quand ils n'ont pas pu faire mieux que des tentes, on va leur détruire leurs tentes. Et tout ce qu'ils construisent effectivement, on le détruit, on met des bâtons dans les roues. On le disait aussi un peu, c'est-à-dire que c'est même pas des gens qu'on refuse d'accueillir dans son salon, d'héberger. C'est des gens qui ont un salon, qui ont une maison et qu'on vient chercher pour les virer. Et une des stratégies dans le chapitre final de renvoi à la misère, d'assignation permanente à la misère, voire effectivement de destruction de ce que la personne a commencé à construire, c'est la précarisation par le bon usage du sans-papier. Hein, ce qu'un journaliste a appelé le bon usage du sans-papier, qu'on cite et qu'on évoque dans le dernier chapitre, c'est qu'il y a tout un pan et plusieurs pans de l'économie, dans le Caire, dans le travail agricole, dans la plonge, dans le bâtiment, qui reposent sur la surexploitation de gens qui sont surexploités précisément parce qu'ils n'ont pas de papier. Et donc là, je disais tout à l'heure, je concluais en disant leur rage de vaincre, leur puissance, leurs ressources, leur agentivité, leur richesse, leurs ressources, elles sont parfaitement connues, mais pas reconnues. Elles sont parfaitement connues par le patronat, elles sont parfaitement connues par nos élus, mais elles sont absolument pas reconnues dans le débat public, où au contraire on appelle ces gens la misère du monde. Mais bien évidemment que de mille manières, et notamment le bon usage du papier ou de l'absence de papier, c'est évidemment un mode de gouvernement, un mode de gestion qui permet effectivement au capitalisme de surexploiter un peu plus que les autres certaines parties de la population. Oui, ok, mais juste comme je vois qu'il reste 3 minutes, et peut-être le chapitre le plus important, qui est le chapitre qu'on n'a pas vraiment rédigé en fait, qui est toute cette question d'hospitalité, qui est ok, mais comment est-ce qu'on construit une politique migratoire sur une autre base que d'abord passer par la déconstruction d'un discours xénophobe et excluant tel que cette phrase-là. Et c'est-à-dire vraiment, c'est à ça qu'on a voulu travailler. C'était, alors d'abord, on coupe les arbres. On coupe les arbres de la mauvaise forêt qui a été plantée. Et maintenant, on a envie de regarder et de se dire, ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut comme autre type politique? Alors, vraiment sur la question d'hospitalité. En fait, Jean-Charles, ce que je voulais, c'était réserver la surprise à ceux qui veulent acheter le bouquin. Mais là, on est allé voir la librairie.com. Bon, il y a écrit bouquin indisponible. Bon, c'est la merde. Bon, vous le précommandez lundi, il arrive. Mais en fait, je voulais garder la surprise puisqu'effectivement, vous allez plus loin que le démontage de la phrase, puisque effectivement l'ultime chapitre s'intitule Pour l'hospitalité, et c'est ce que tu es en train de développer. Mais je voulais laisser la surprise aux lectrices et aux lecteurs, si tu veux. C'est très bien. Tu vois, parce que quand même, voilà. Moi, je vous remercie infiniment. Oui. Je suis désolé parce que d'habitude c'est moins speed que ça les émissions, mais on a généralement fait 2-3 heures, etc. Mais c'était un plaisir de converser avec vous et de vous lire, parce que ce que je trouve magnifique dans votre démarche, c'est l'amour du mot, quoi. C'est-à-dire que vous prenez le mot au sérieux, quoi. Et ça, j'aime bien, moi. Ça me plaît beaucoup. Et vous ajoutez, voilà, une pensée. Vous ajoutez des données, des chiffres, c'est super. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc avant qu'on se salue? Merci pour l'accueil. Merci beaucoup pour l'accueil. Oui, ça, j'imagine que vous le faites à chaque fois, genre le petit... Non, on l'a pas encore fait, mais on le refera peut-être. Oui, c'est ça.
Je sais pas, vous en pensez quoi le chat? Pour tout l'accueil. Super entretien, nous dit Jachi Bonnet. Merci beaucoup, nous dit Mésange. Merci beaucoup pour tout. C'était éclairant, nous dit. J'arrive plus à lire tellement il y a de messages. Sergent Dac, justement, à qui j'ai posé. Voilà. Dave Duf, n'oublie pas le petit assistant. Non, il cogne à la porte. Très intéressant. Merci beaucoup. Un livre à acheter, nous dit Didi Blue. Oui, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un livre à offrir aussi à Noël. À toute la famille, à la belle famille, aux voisins de la belle famille. Enfin, pour propager le machin, quoi, parce que c'est super. C'est vraiment un super bouquin. Voilà, il y a plein de messages. C'était top. En plus, ils sont drôles. Dit bravo et merci. Dit Barius. Merci beaucoup, dit Pimi. Voilà, c'était top, etc. Merci pour ce partage vibrant, riche en émotions, dit Monsieur ZD. Je l'offrirai après, voilà, l'avoir lu. Oui, encore un autre. Oui, tu as raison. Il ne faut pas me croire sur facture. Lis-le d'abord et tu vas en acheter 10 de plus. Ça, c'est sûr. Je vais aller en librairie. Merci, etc. Voilà. Merci à vous deux. Bon concert. Jean-Charles, tu fais quoi? C'est télé ce soir? Pas pendant que l'autre il va au Rex ou je sais pas où? Ça va d'abord être mise au lit des enfants. Il y aura sûrement un petit peu de travail scolaire, à mon avis. Un peu de police? Exactement. C'est chiant, hein. je vais les traquer. Ça y est, boum, tout s'écroule. Merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, c'était un plaisir de vous lire et de vous recevoir comme ça, un petit peu au débeauté. Bonne soirée et puis on se retrouvera tôt ou tard. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, chers amis, je dois absolument vous laisser, sinon c'est la crise. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là ce soir. Je vais mettre la page crédit pour remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont offert des abonnements aux autres. Merci beaucoup. Merci au modo, on est claqué parce que là on a fait je sais pas combien d'heures en 3 jours, le Sénat toute la journée aujourd'hui, tout hier jusqu'à minuit 24, c'était exténuant, mais enfin il faut surveiller les surveillants. Je vous dis à dimanche 14h pour la marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. On sera en direct de la place de la Nation 14h. Lundi on sera avec Gilles Perret, le grand documentariste qui se lance dans le grand bain de la fiction. Lundi matin à 9h, je serai reposé, j'espère, frais et dispo. Merci beaucoup, merci aux deux invités, je ne sais pas s'ils sont encore là, s'ils écoutent. Merci à vous tous. C'est tout à fond. Voilà, merci, je vous embrasse et j'embrasse la petite Margot si elle est toujours là. À très bientôt, merci à tous les citoyens followers qui ont rejoint la brigade. Nous sommes 21 000 à peu près, c'est complètement dingue. Merci aussi à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour qu'on mette au point le site internet d'Opost avant la fin du mois, pour tout un tas de raisons que je vous ai déjà expliquées. Allez, cette fois-ci, je me casse. Merci à vous tous. Bonne soirée.